Ma belle-fille a oublié son téléphone portable chez moi. Il a sonné et sur l'écran est apparue une photo de mon mari, décédé il y a 5 ans. Quand j'ai ouvert le message, mon cœur a failli s'arrêter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de la cuisine de ma ferme, projetant des motifs délicats sur la vieille table en chêne où j'avais partagé le petit déjeuner avec Harold pendant 47 ans. 5 ans s'étaient écoulés depuis ses funérailles, pourtant je sortais encore 2 tasses à café chaque matin avant de me souvenir. Les vieilles habitudes, dit-on, ont la vie dure. À 70 ans, j'avais appris que le chagrin ne s'estompe pas. Il devient simplement un meuble dans les pièces de votre cœur. Je lavais ces 2 tasses, les mains plongées dans l'eau chaude savonneuse, quand j'ai entendu le bourdonnement. Au début, j'ai cru que c'était une abeille piégée. Nous en avions parfois à la fin de septembre, ici, dans le Vermont rural, des insectes confus cherchant la chaleur avant l'arrivée de l'hiver. Mais le son est revenu, persistant, mécanique. Un téléphone qui vibre contre le buffet en bois près de la porte d'entrée. « Allô » ai-je appelé, en séchant mes mains sur mon tablier. Quelqu'un a-t-il oublié quelque chose? Le silence a répondu. Ma belle-fille, Rachel, était partie à peine 20 minutes plus tôt, après notre visite habituelle du mardi matin. Elle venait chaque semaine, comme une horloge, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, même si je soupçonnais que c'était plus pour maintenir les apparences qu'une réelle préoccupation. Rachel avait toujours été impeccable, parfaite, le genre de femme qui coordonnait les couleurs de ses listes de courses et n'avait jamais un cheveu de travers. Le téléphone a de nouveau vibré. Je me suis dirigé vers le buffet, mes genoux protestant légèrement. L'appareil était posé face vers le haut, son écran illuminé. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le visage d'Harold me souriait depuis l'écran. Ce n'était pas une photo que je reconnaissais dans nos albums. Celle-ci était différente. Harold portait une chemise violette que je n'avais jamais vue, debout dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Son sourire était plus large que je ne l'avais vu depuis des années avant sa mort. L'image était jointe à un SMS entrant. Ma main tremblait alors que je tendais le bras vers le téléphone. Je n'aurais pas dû regarder. Je le savais, même au moment où mes doigts se refermaient sur l'appareil. Les limites de la vie privée. C'étaient des choses que j'avais toujours respectées. Mais c'était le visage de mon mari. Mon mari décédé, qui avait l'air plus jeune, plus heureux, plus vivant qu'il ne l'avait semblé pendant ces dernières années difficiles. L'aperçu du message s'affichait sous sa photo. Encore mardi, même heure. Je compte les minutes jusqu'à ce que je puisse te serrer dans mes bras. La pièce a légèrement basculé. Je me suis agrippé au bord du buffet, mon autre main tenant toujours le téléphone de Rachel. Les mots dansaient devant mes yeux, refusant de prendre sens. Mardi, même heure, je compte les minutes. Ce message n'était pas ancien. L'horodatage indiquait 9h47, il y a quelques instants à peine. Quelqu'un envoyait un texto à Rachel. Quelqu'un qui utilisait la photo d'Harold. Quelqu'un qui la rencontrait le mardi. Mon esprit a parcouru les possibilités, chacune plus troublante que la précédente. Une farce? Une mauvaise blague? Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi utiliser l'image d'Harold? Je devrais poser le téléphone. Je devrais appeler Rachel, lui dire qu'elle l'avait oublié, la laisser revenir le chercher. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé l'écran. Rachel n'avait jamais été prudente avec la sécurité. Je l'avais vu entrer son code d'accès des dizaines de fois. L'anniversaire de son fils, mon petit-fils, le jour spécial d'Ethan. 4 chiffres. 0815 le 15 août. Le téléphone s'est ouvert sans résistance. J'ai navigué jusqu'au message avec des doigts tremblants. Le contact était simplement enregistré sous le nom de T, juste une lettre, rien de plus. Mais le fil de discussion remontait à des mois, des années peut-être. J'ai fait défiler vers le haut, regardant les dates défiler. J'ai hâte de te voir demain. Porte cette robe violette que j'adore. Merci pour la nuit dernière. Tu me fais me sentir à nouveau vivant. Ton mari ne se doute de rien. Nous sommes en sécurité. Ton mari. Mon fils, Michael, le mari de Rachel depuis 15 ans, le père de mon petit-fils, le garçon qui avait aidé Harold à reconstruire la grange quand il n'avait que 19 ans. Je me suis laissé tomber sur la chaise près de la porte. Le cadeau de mariage d'Harold pour moi, une pièce en chêne sculptée à la main qu'il avait mis 3 mois à perfectionner.
Le téléphone me semblait chaud dans les mains, brûlant de secrets que je n'avais jamais voulu connaître. Les messages précédents étaient différents. Une planification minutieuse. Au même endroit que d'habitude. La ferme est parfaite. Elle ne se doute de rien. Assure-toi que la vieille ne nous voit pas. Elle est plus perspicace qu'elle n'en a l'air. La vieille. Moi. Ils s'étaient rencontrés ici, chez moi. Juste sous mon nez. J'ai fait défiler plus loin, mon cœur martelant contre mes côtes. Puis je l'ai trouvé. Un message qui a fait s'arrêter le monde. Il me reste encore quelques-uns de ces vêtements au chalet. Dois-je m'en débarrasser ou veux-tu les garder en souvenir? Ces vêtements. Les vêtements d'Harold. La réponse de Rachel. Daté de 3 mois après les funérailles d'Harold. Garde-les. J'aime dormir dans ces chemises. Elles sentent comme lui. Comme nous. Comme ces après-midi où Maggie pensait qu'il était chez son frère. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis, tombant bruyamment sur le sol. Non, ça ne pouvait pas être réel. Harold et Rachel, mon mari et ma belle-fille. C'était impossible, obscène, une violation de tout ce que j'avais cru de ma vie, de mon mariage, de ma famille. Mais les preuves brillaient sur cet écran. Indéniable. Depuis combien de temps? Quand cela avait-il commencé? Ces mardis après-midi où Harold prétendait rendre visite à son frère George à Burlington, avait-il été avec Rachel à la place? Et George était mort il y a 2 ans, emportant avec lui toute possibilité de vérification dans la tombe. J'ai ramassé le téléphone avec des mains tremblantes, me forçant à lire davantage. Il y avait des photos, des dizaines, soigneusement cachées dans un dossier séparé que j'ai découvert par accident en cherchant. Harold et Rachel ensemble, le bras d'Harold autour de sa taille, Rachel l'embrassant sur la joue, ma ferme visible en arrière-plan de plusieurs clichés. Mon porche, mon jardin, la fenêtre de ma chambre. Ils avaient été ici ensemble, dans ma maison. Une photo les montrait dans ma grange. Rachel portait une des vieilles chemises en flanelle d'Harold, riant de quelque chose hors du champ de la caméra. La date indiquait, juillet 2019, 5 mois avant la crise cardiaque d'Harold. 5 mois avant que je ne m'asseye à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main, lui chuchotant que je l'aimais, que tout irait bien. Avait-il pensé à elle dans ces derniers moments? Ces dernières pensées avaient-elles été pour Rachel au lieu de moi? Un nouveau message est apparu, me faisant sursauter. As-tu oublié ton téléphone? Michael vient d'appeler mon portable pour me demander s'il m'avait vu. Je lui ai dit que tu faisais probablement les courses. Récupère ton téléphone et rappelle-le avant qu'il ne devienne méfiant. T'es encore. L'expéditeur mystérieux utilisant la photo d'Harold, mais Harold était mort. Alors qui était-il? Mon esprit a résolu le puzzle même si mon cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. Quelqu'un continuait la liaison d'Harold avec Rachel. Quelqu'un qui connaissait leur relation. Quelqu'un qui avait accès aux photos d'Harold, à ses vêtements, à ses secrets. J'ai entendu une voiture dans l'allée, le SUV argenté de Rachel, qui revenait chercher son téléphone oublié. J'avais peut-être 30 secondes pour décider quoi faire. La confronter maintenant, avec seulement le choc et le cœur brisé comme arme, ou rester silencieuse. En savoir plus. Comprendre toute l'étendue de cette trahison avant de montrer mon jeu. La sonnette a retenti. J'ai regardé le téléphone dans mes mains, puis la porte, puis de nouveau le téléphone. Sur l'écran, un autre message est apparu. Je t'aime. On se voit ce soir. Même chalet. J'apporterai du vin ce soir. Le chalet. Plus de mensonges, plus de trahison, plus de secrets. J'ai pris ma décision. J'arrive. Ai-je appelé? Ma voix étonnamment stable. J'ai glissé le téléphone de Rachel dans la poche de mon tablier, j'ai attrapé un torchon et j'ai ouvert la porte avec un sourire que je ne ressentais pas. Rachel, ma chère, as-tu oublié quelque chose? Elle se tenait sur mon porche, parfaitement composée comme toujours. Mais j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux maintenant. Quelque chose que j'avais manqué auparavant. Du calcul, de la lassitude, le regard de quelqu'un qui a des secrets à protéger. Mon téléphone, dit-elle en souriant. Je suis si distraite aujourd'hui. Est-il ici? Je ne l'ai pas vu, ai-je menti doucement, me surprenant moi-même. Mais entre. Aide-moi à chercher. Alors qu'elle passait devant moi pour entrer dans la maison, son parfum flottant derrière elle,
le même parfum que j'avais senti sur les chemises d'Harold pendant ces dernières années, j'ai senti quelque chose changer en moi. La veuve éplorée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus vif, de plus dangereux. Quelqu'un qui découvrirait chaque secret, peu importe où il mènerait. Quelqu'un qui les ferait tous payer. Allons voir dans la cuisine, ai-je dit agréablement, en fermant la porte derrière nous. Je suis sûr qu'il va réapparaître. Mais le téléphone est resté caché dans la poche de mon tablier, chaud contre ma hanche, détenant des secrets qui allaient déchirer ma famille. Et j'avais l'intention de les découvrir tous, un par un. Rachel a fouillé ma cuisine avec la minutie de quelqu'un qui cherche plus qu'un simple téléphone. Elle a ouvert les tiroirs, a regardé derrière le grille-pain, a même vérifié à l'intérieur de la boîte à pain. Je l'ai regardé, ma main reposant nonchalamment dans la poche de mon tablier, les doigts recroquevillés autour de son téléphone. C'est si étrange, dit-elle en se redressant avec une expression inquiète. J'aurais juré l'avoir laissé sur le buffet. Peut-être que tu l'as pris avec toi et qu'il est dans ta voiture, ai-je suggéré, en gardant ma voix légère et serviable. La belle-mère inquiète, rien de plus. Peut-être, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Ses yeux ont de nouveau parcouru la cuisine, et j'ai vu son regard s'attarder sur la poche de mon tablier pendant une fraction de seconde de trop. Elle sait, ai-je pensé. Ou elle se doute de quelque chose. Eh bien, je devrais y aller, dit finalement Rachel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Michael veut que je sois à la maison avant le déjeuner. Si tu le trouves, je t'appellerai tout de suite, ai-je promis. Après son départ, je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé son SUV disparaître sur le chemin de gravier. Ce n'est qu'alors que j'ai sorti le téléphone et que je me suis enfoncé dans le fauteuil d'Harold, les mains tremblantes alors que je continuais à lire. Le fil de discussion remontait à 4 ans de mensonges, de rencontres secrètes, de mon mari et de ma belle-fille trahissant mon fils et moi. Les premiers messages étaient prudents, presque professionnels. Puis ils ont changé, sont devenus intimes, passionnés. Harold avait écrit à Rachel des choses dont j'avais oublié qu'il était capable de ressentir. Tu me fais me souvenir de ce que c'est que d'être désiré. Maggie me regarde comme si j'étais déjà mort. Celui-là faisait plus mal que les autres. Avais-je fait ça? Avais-je cessé de le voir vraiment, à un moment donné? Mais cela n'excusait pas cela. Rien ne pouvait excuser cela. J'ai trouvé des références au chalet, un endroit qu'Harold aurait hérité de son oncle, mais qu'il avait vendu il y a des années, du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Des recherches plus approfondies ont révélé des coordonnées GPS intégrées dans une photo. Harold et Rachel n'étaient apparemment pas assez doués en technologie pour connaître les métadonnées. J'ai copié les coordonnées sur mon propre téléphone. Région du lac Champlain, à environ 40 minutes au nord. Assez proche pour des rendez-vous l'après-midi, assez loin pour qu'ils ne rencontrent jamais personne que nous connaissions. Mais je ne savais toujours pas qui était la personne mystérieuse qui avait hérité du rôle d'Harold dans cet arrangement malsain. Mon propre téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le nom de Michael s'est affiché à l'écran. « Salut mon chéri », ai-je répondu, forçant la normalité dans ma voix. « Maman, as-tu vu Rachel ?» Elle ne répond pas à son téléphone. Parce que son téléphone est dans ma poche. Je pensais qu'elle était là ce matin, mais elle est partie il y a des heures. Peut-être que sa batterie est morte. Peut-être. Il avait l'air stressé. « Écoute, je dois te parler de quelque chose. Puis-je passer ce soir ? » Mon rythme cardiaque s'est accéléré. « Bien sûr. Est-ce que tout va bien ? » Une longue pause. « On en reparlera plus tard. Je t'aime, maman. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé le téléphone de Rachel, puis le mien. Michael voulait parler de quoi? Savait-il quelque chose? Se doutait-il de quelque chose? J'avais besoin d'informations et j'en avais besoin rapidement. Mais enquêter sur ma propre famille exigeait de la délicatesse. Un faux pas et il se serrerait les coudes, cacherait les preuves, me ferait croire que j'étais une vieille femme paranoïaque qui perdait le contrôle de la réalité. J'avais vu cela arriver à Sandra Matthews, un peu plus loin sur la route. Sa belle-fille la volait depuis des années. Et quand Sandra a finalement parlé, la famille l'a fait déclarer incompétente et l'a placée dans une maison de retraite. Elle y est morte 6 mois plus tard, insistant toujours sur le fait qu'elle avait été volée. Non, je devais être plus intelligente que ça. J'ai passé l'après-midi à élaborer un plan. D'abord,
je devais sécuriser les preuves. J'ai connecté le téléphone de Rachel à mon ordinateur portable, une compétence que mon petit-fils Ethan m'avait apprise pendant les confinements de la pandémie, et j'ai tout sauvegardé, photos, messages, tout. J'ai enregistré des copies sur une clé USB et je les cachais à l'intérieur d'un livre évidé sur mon étagère. Un des vieux manuels de droit d'Harold que personne ne penserait jamais à ouvrir. Ensuite, je me suis attaqué à la question de T. J'ai relu les messages, à la recherche d'indices. T était un homme. C'était clair d'après le langage. Il connaissait la liaison d'Harold et de Rachel. Il connaissait des détails intimes. Les messages ont commencé à peine 2 mois après les funérailles d'Harold, comme si quelqu'un avait attendu qu'il meure. Je peux te donner tout ce qu'il ne pouvait pas. Je suis plus jeune, plus fort, et je ne mourrai pas sur toi. La cruauté de ce message m'a retourné l'estomac. Mais il m'a aussi appris quelque chose. T savait qu'Harold était malade. Il connaissait sa maladie cardiaque. J'ai fait une liste de possibilités. Les amis d'Harold, ses associés, quelqu'un de la coopérative agricole. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un message d'il y a 3 ans d'Harold à Rachel. Tom n'arrête pas de poser des questions sur où je vais le mardi. Je crois qu'il me suit. Nous devons être plus prudents. Tom. Tom était le fils de George, le neveu d'Harold, et donc mon neveu par alliance. Je me suis rassise, les implications m'envahissant. Tom avait 38 ans, était marié et avait 2 enfants. Il vivait à Burlington et nous rendait visite de temps en temps, toujours agréable, toujours serviable. Après la mort de George, Tom avait été celui qui s'était occupé de la succession, qui avait trié les papiers de son père. Avait-il trouvé des preuves de la liaison d'Harold à ce moment-là, ou l'avait-il toujours su? La porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Seul Michael avait une clé, et seul lui entrerait comme ça. J'ai à peine eu le temps de cacher le téléphone de Rachel sous un coussin du canapé avant que mon fils n'apparaisse dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air terrible, pâle, mal rasé, sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans. Michael? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est effondré sur une chaise en face de moi, la tête entre les mains. Maman, je crois que Rachel a une liaison. L'ironie était presque trop forte à supporter. J'ai gardé mon visage soigneusement neutre. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle est distante depuis des mois, des années, peut-être. Elle disparaît le mardi. Elle dit qu'elle est au yoga ou à l'épicerie, mais j'ai vérifié nos relevés de carte de crédit. Pas de frais à la salle de sport. Pas de reçu d'épicerie le mardi. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. J'ai l'impression de devenir fou. Suis-je paranoïaque? Non, ai-je dit doucement. Tu n'es pas paranoïaque. Il m'a regardé fixement. Tu sais quelque chose? J'ai trouvé son téléphone, ai-je avoué, en le sortant de sous le coussin. Elle l'a laissé ici ce matin. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. J'ai regardé les émotions se dessiner sur son visage. L'espoir que j'avais tort, la peur que j'avais raison, l'effroi de ce qu'il était sur le point d'apprendre. Je voulais le protéger, mon garçon, mon fils unique. Mais il méritait la vérité. C'est grave, n'est-ce pas, a-t-il chuchoté. Je lui ai tendu le téléphone. Le code d'accès et l'anniversaire d'Ethan. Pendant qu'il lisait, je suis allé à la cuisine et j'ai fait du thé. Aucun de nous n'en boirait. Je l'ai entendu halter, je l'ai entendu jurer, j'ai entendu quelque chose qui aurait pu être un sanglot. Quand je suis revenu, il était blanc comme un linge et tremblait. Papa, dit-il d'une voix rauque. Elle couchait avec papa. Mon père et ma femme. Depuis combien de temps? Il ne pouvait pas finir la phrase. 4 ans d'après ce que je peux dire, peut-être plus. Et après sa mort. Qui était? Je pense que cet homme. Ton cousin Tom. Le visage de Michael s'est tordu de rage. Ce fils de... Je vais le tuer. Je vais les tuer tous les deux. Non. Ma voix était tranchante, autoritaire. Tu ne feras rien d'irréfléchi. Nous devons y réfléchir. Réfléchir? Maman, ils ont détruit notre famille. Papa t'a trahi, m'a trahi. Rachel me ment en face depuis des années. Et Tom? Il s'est levé, faisant les 100 pas, à quoi sommes-nous censés réfléchir? Je veux divorcer. Je veux qu'il soit exposé.
Je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Et après, ai-je demandé calmement. Rachel obtient la moitié de tout dans le divorce. Elle pourrait même obtenir la garde d'Ethan si elle te dépeint comme instable. Tom nie tout. Il n'y a aucune preuve le liant directement à T. Juste une supposition. Tu perds ton fils, ton argent et ta dignité. Pendant qu'ils continuent leur vie. Il a cessé de faire les 100 pas, alors, que suggères-tu? Nous enquêtons davantage. Nous rassemblons des preuves qui ne peuvent être contestées. Nous découvrons ce qu'ils veulent et pourquoi ils font ça. Je me suis penché en avant. Et ensuite nous les détruisons, soigneusement, méthodiquement, d'une manière qu'ils ne verront jamais venir. Michael a regardé sa mère. Il m'a vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi froide. Moi non plus, ai-je avoué. Mais ils ont fait du mal à mon fils. Ils m'ont fait du mal. Et je ne les laisserai pas s'en tirer. Un coup à la porte nous a interrompus. Nous nous sommes tous les deux figés. Madame Sullivan. Une voix inconnue. Je suis le détective Morrison de la police de l'État du Vermont. Je dois vous parler de la mort de votre mari. Michael et moi avons échangé un regard. La police maintenant. Un instant, ai-je appelé, mon esprit tournant à plein régime. J'ai attrapé le téléphone de Rachel et je l'ai mis dans les mains de Michael. Cache ça. Ne laisse personne le voir. Il a hoché la tête et a disparu dans le couloir arrière. J'ai lissé mon tablier, vérifié mon reflet dans le miroir du couloir et ouvert la porte avec un sourire poli. Une femme dans la quarantaine se tenait sur mon porche, badge à la main, son expression professionnellement neutre. Je suis désolé de vous déranger, Madame Sullivan. Je rouvre l'enquête sur la mort de votre mari. Il y a eu de nouvelles allégations qui nécessitent un examen. Des allégations? Ma voix est restée stable par pure force de volonté. Mon mari est mort d'une crise cardiaque il y a 5 ans. Oui, madame, mais nous avons reçu des informations suggérant que sa mort pourrait ne pas être due à des causes naturelles. Elle a sorti un carnet. Pouvez-vous me dire qui avait accès aux médicaments de votre mari dans les semaines précédant sa mort? Le monde a de nouveau basculé. Meurtre. Elle suggérait qu'Harold avait été assassiné. Et soudain, la liaison, la trahison, les messages secrets, tout cela a pris une dimension plus sombre, plus sinistre. Je pense, ai-je dit prudemment, que je devrais appeler mon avocat. Le détective Morrison a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. C'est certainement votre droit, Madame Sullivan. Mais je dois vous dire que la personne qui a déposé la plainte vous a spécifiquement désigné comme suspecte. Le détective Morrison était assise dans mon salon, son carnet ouvert, ses yeux cataloguant chaque détail de ma maison. Michael était revenu de cacher le téléphone de Rachel, son visage soigneusement composé, jouant parfaitement le fils inquiet. Je l'avais bien élevé, peut-être trop bien, compte tenu de ce que nous venions de découvrir sur les tromperies dans notre famille. Madame Sullivan, je dois vous poser quelques questions sur les jours qui ont précédé la mort de votre mari, a déclaré Morrison. Plus précisément, sur ses médicaments. Harold avait 3 ordonnances, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Des médicaments pour la tension artérielle, une statine pour le cholestérol et de l'aspirine pour bébé. Tous prescrits par le docteur Peton. Y a-t-il un problème? Le docteur Peton a pris sa retraite il y a 2 ans. Nous n'avons pas encore pu localiser ses dossiers. Elle a feuilleté son carnet. Pouvez-vous me dire qui avait accès à ces médicaments? Juste moi et Harold. Ils étaient dans notre armoire de salle de bain. Et vous les lui administriez? Non. Harold prenait ses propres pilules. Il en était parfaitement capable. Je me suis arrêté en me souvenant. Attendez, ce n'est pas tout à fait vrai. Les derniers mois, Rachel l'aidait parfois. Elle est infirmière. Était infirmière avant d'épouser Michael. Le stylo de Morrison s'est déplacé sur la page. Votre belle-fille avait donc accès à ces médicaments. Elle venait régulièrement. Elle voulait aider. Même en le disant, j'ai senti les pièces se déplacer, se réorganiser en une image plus sombre. Maman, a interrompu Michael, sa voix tendue. Es-tu en train de dire que Rachel pourrait avoir? Je ne dis rien, a interrompu Morrison. Je rassemble juste des informations. Elle s'est tournée vers Michael. Quand votre femme a-t-elle commencé à aider avec les médicaments de votre père?
Je ne sais pas 6 mois avant sa mort, peut-être plus. Michael m'a regardé et j'ai vu la prise de conscience poindre dans ses yeux. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer qu'il les prenait correctement, que maman oubliait parfois de le lui rappeler. Je n'avais jamais oublié, pas une seule fois. Mais Rachel avait convaincu Harold que je devenais oublieuse, que j'avais besoin de son aide. J'avais été reconnaissante à l'époque, soulagée d'avoir de l'aide alors que la santé d'Harold déclinait. Maintenant, je me demandais de quoi d'autre elle l'avait convaincu. Détective, qui a déposé cette plainte, ai-je demandé directement. Qui m'a accusé d'avoir assassiné mon mari? Morrison a hésité, puis a fermé son carnet. La plainte a été déposée anonymement, mais elle contenait des informations très spécifiques. Des détails sur les changements de médicaments, sur les disputes entre vous et votre mari, sur des motifs financiers. Quels motifs financiers, a demandé Michael. Mes parents étaient à l'aise, mais ils n'étaient pas riches. Selon la plainte, votre père avait une police d'assurance vie d'une valeur de 500 000 $, votre mère étant l'unique bénéficiaire. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti les yeux de Michael sur moi. Je n'étais pas au courant d'une quelconque police d'assurance vie, ai-je dit lentement. Harold s'occupait de nos finances. Après sa mort, j'ai trouvé les comptes habituels, les actifs de la ferme, sa pension, mais pas de police d'assurance vie. Vous n'avez pas reçu de paiement? Non, rien. L'expression de Morrison a légèrement changé. Surprise ou peut-être suspicion. C'est intéressant. Selon la plainte, la police a été souscrite 3 mois avant la mort de votre mari, et la prime a été payée depuis votre compte joint. 3 mois avant la mort d'Harold. Juste au moment où les messages entre lui et Rachel étaient devenus plus désespérés, plus passionnés. Juste au moment où il avait écrit « Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Je veux voir nos relevés bancaires », ai-je dit. De cette période. Pouvez-vous les obtenir? Nous sommes en train de demander des dossiers financiers par voie de subpoena, a confirmé Morrison. Mais si vous avez accès à vos comptes? Elle y a accès, a dit Michael. Il a sorti son téléphone. Maman, tu as toujours la même banque, n'est-ce pas? Je peux t'aider à accéder aux relevés en ligne. Nous avons travaillé ensemble pendant que Morrison regardait, sortant les relevés d'il y a 5 ans. Et voilà. Un paiement de 1 200 $ à Granite State Insurance daté de 3 mois avant la mort d'Harold. Le paiement avait été classé comme « frais médicaux » dans notre logiciel de comptabilité, quelque chose qui n'aurait pas semblé inhabituel à cette époque où Harold voyait régulièrement des spécialistes. Je n'ai jamais autorisé ça, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant. Je n'ai même jamais vu ce débit. Qui avait accès à vos comptes à part vous et votre mari, a demandé Morrison. Rachel, a dit Michael doucement. Après la crise cardiaque de papa, elle a proposé de l'aider à gérer leurs factures. Maman était dépassée, et Rachel a dit que ce serait une chose de moins à s'inquiéter. Le stylo du détective s'est déplacé plus vite maintenant. Donc, votre femme avait accès aux comptes financiers de vos parents, aux médicaments de votre père, et selon la plainte, elle était présente le jour de la mort de votre père. Nous y étions tous, a protesté Michael. C'était un dîner de famille. Papa s'est effondré à table. Les ambulanciers ont dit que c'était une crise cardiaque massive. Il n'y avait rien de suspect. Mais il y avait quelque chose. Je me souvenais de ce dîner maintenant avec une nouvelle clarté. Rachel avait préparé le repas préféré d'Harold, un rôti de bœuf avec des légumes rôtis. Elle avait été si attentive, s'assurant qu'il mange, remplissant son verre d'eau, insistant pour qu'il prenne ses médicaments du soir plus tôt parce que le dîner était en retard. Et je me suis souvenu d'autre chose, quelque chose que j'avais écarté à l'époque comme une confusion induite par le deuil. Ces pilules, ai-je dit lentement. Ce soir-là, Harold a dit que ces pilules avaient l'air différentes. Plus petites, a-t-il dit. Rachel lui a dit que la pharmacie avait changé de fournisseur, que c'était le même médicament, juste un fabricant différent. Morrison s'est penché en avant. Avez-vous vérifié ça? Non, je lui ai fait confiance. Elle était infirmière. Pourquoi l'aurais-je remise en question? Maman. La voix de Michael s'est brisée. Es-tu en train de dire que Rachel a tué papa? Je dis que nous devons découvrir ce qu'il y avait dans ces pilules, ai-je répondu, en regardant Morrison. Est-il trop tard pour une autopsie? Après 5 ans, la toxicologie serait difficile, mais pas impossible si nous exhumons le corps. Morrison s'est levé. Madame Sullivan,
je veux que vous compreniez quelque chose. Pour l'instant, vous êtes toujours une personne d'intérêt dans cette enquête. La plainte vous nomme spécifiquement, inclut des détails qui suggèrent une connaissance de l'intérieur. Si vous êtes piégé, nous devons découvrir par qui et pourquoi. Après son départ, Michael et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait. Dehors, l'après-midi d'automne s'estompait dans le soir, les ombres s'allongeant sur le sol de la ferme. Nous devons parler à Rachel, a finalement dit Michael. La confronter avec tout ça. Non. Je me suis levé, mon esprit parcourant les possibilités. Si Rachel a déposé cette plainte, si elle me prépare un coup pour meurtre, alors la confronter la rendra juste plus prudente. Elle détruira les preuves, créera des alibis, disparaîtra peut-être même. Alors que faisons-nous? Nous la suivons ce soir. Le message disait qu'elle rencontrait Théo au chalet. Nous devons savoir ce qu'il prévoit. Michael avait l'air incertain. Maman, s'ils sont dangereux. Alors nous restons cachés, et nous documentons tout. Nous enregistrons leurs conversations, nous prenons des photos, nous rassemblons des preuves qui prouvent ce qu'ils ont fait. J'ai attrapé ma veste sur le crochet près de la porte. La mort de votre père pourrait ne pas être naturelle. Cet argent d'assurance vie est allé quelque part, et quelqu'un essaie de me faire accuser de meurtre. Je dois savoir pourquoi. Nous avons pris le camion de Michael, laissant ma voiture à la ferme au cas où Rachel passerait et vérifierait si j'étais à la maison. Les coordonnées nous ont menés vers le nord le long de la route 7, puis sur des routes de campagne plus petites qui serpentaient à travers des forêts qui s'assombrissaient. Le GPS de mon téléphone nous a guidés vers un embranchement marqué uniquement par une boîte aux lettres rouillées sans numéro. Le chalet se trouvait à un quart de mille sur un chemin de terre caouteux, invisible de la route principale. Une petite structure bien entretenue avec un toit en métal vert et un porche avant donnant sur le lac. Des lumières brillaient aux fenêtres. C'est le SUV de Rachel, a chuchoté Michael, en montrant le véhicule argenté garé à côté d'un pick-up plus récent. Et ça, c'est le camion de Tom. Nous nous sommes garés plus en arrière, cachés par les arbres, et nous nous sommes approchés à pied. L'air d'octobre était froid, notre souffle visible dans le crépuscule. À travers la fenêtre avant du chalet, je pouvais voir Rachel et Tom assis à une petite table, des verres de vin à la main, l'air détendu et intime. Michael avait son téléphone sorti, enregistrant une vidéo à travers la fenêtre. Je me tenais à côté de lui, mon cœur battant, regardant mon neveu et ma belle-fille trinquer. Je n'arrive pas à croire que la vieille peau a vraiment marché, disait Tom, sa voix portant à travers les minces murs du chalet. Le détective a gobé toute l'histoire. Plainte anonyme, détails spécifiques, motifs financiers. Ils l'auront arrêté d'ici une semaine. Rachel a ri, un son sans chaleur. Elle est trop confiante. Elle l'a toujours été. Même Harold disait qu'elle était naïve. C'est pourquoi c'était si facile de... Elle s'est arrêtée brusquement. Tom avait levé la main, regardant vers la fenêtre. Nous avait-il vus? Nous nous sommes accroupis, nous pressant contre le revêtement en bois du chalet. Mes genoux criaient de protestation, mais je n'osais pas bouger. La main de Michael serrait mon bras. Nous étions tous les deux figés, respirant à peine. J'ai cru voir quelque chose, a dit Tom. Probablement juste un cerf. Tu es paranoïaque, a répondu Rachel. Personne ne connaît cet endroit. Même si Michael se doutait de quelque chose, il ne le trouverait jamais. Il est trop occupé à être le fils parfait, tout comme son père était le mari parfait. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, a dit Tom, et ils ont tous les deux ri. Le son m'a glacé le sang. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils avaient planifié cela. Ils avaient tout planifié. Combien de temps encore avant que l'assurance ne paie, a demandé Tom. La police avait une période de contestabilité de 2 ans. Elle s'est terminée il y a longtemps. Une fois qu'ils auront arrêté Maggie, l'assureur n'aura aucune base pour refuser la demande. Rachel a fait tourner son vin. Une fois qu'ils auront arrêté Maggie pour le meurtre d'Harold, j'exprimerai le choc et le chagrin. La belle-fille parfaite, dévastée que sa belle-mère bien-aimée puisse faire une telle chose. La compagnie d'assurance devra payer la demande à la succession d'Harold et je suis l'exécutrice de la succession puisque son testament n'a jamais été mis à jour. Tom a terminé. Nous partageons à 50-50e comme nous l'avions prévu, moins la part de Michael malheureusement, mais nous pouvons contourner cela. Une fois que Maggie sera en prison et que le scandale se sera calmé, je demanderai le divorce, je réclamerai une détresse émotionnelle,
j'obtiendrai la moitié de tout ce que Michael a, plus l'argent de l'assurance. La prise de Michael sur mon bras s'est resserrée douloureusement. À travers la fenêtre, j'ai regardé Tom se lever et se déplacer derrière la chaise de Rachel, ses mains sur ses épaules. « Tu es brillante », a-t-il dit, en utilisant la paranoïa d'Harold sur le fait que Maggie oubliait des choses, en la faisant reculer de la gestion de ses médicaments. C'était génial. Il était si facile à manipuler, surtout après que je lui ai dit que Maggie se plaignait de lui à ses amis, disant qu'elle souhaitait qu'il se dépêche de mourir. Rachel a incliné la tête en arrière pour regarder Tom. Il croyait vraiment que sa propre femme le détestait. Cela a rendu tout tellement plus facile. Je n'avais jamais dit ces choses, je ne les avais même jamais pensées. Mais Harold s'était éloigné de moi dans ces derniers mois. Il avait semblé en colère et distant. J'avais attribué cela à sa maladie, à la douleur et à la peur de la mort. Maintenant, je comprenais que c'était Rachel qui l'empoisonnait contre moi, l'isolant, le rendant vulnérable. Et les pilules, a demandé Tom. De la digoxine. Facile à obtenir quand on connaît les bonnes personnes. Mélangé à ses médicaments habituels pendant 2 semaines avant le dîner. Accumulé progressivement dans son système. Puis ce soir-là, une dernière dose dans sa nourriture, assez pour déclencher un arrêt cardiaque. L'autopsie a montré une crise cardiaque, exactement comme prévu pour quelqu'un dans son état. Personne n'a même cherché de poison. Jusqu'à maintenant, a dit Tom. Si ce détective devient malin et ordonne une exhumation. Elle ne le fera pas. Elle a son suspect, son mobile, sa chronologie. Maggie Sullivan, l'épouse négligée qui a découvert la liaison de son mari et a décidé de profiter de sa police d'assurance. Rachel s'est levée, se déplaçant dans les bras de Tom. Dans 5 mois, nous serons riches. Dans 6 mois, nous serons ensemble. Et Maggie pourrira en prison pour un meurtre que nous avons commis. Ils se sont embrassés et Michael s'est détourné, son visage tordu d'angoisse et de rage. Il en avait assez entendu. Nous en avions tous les deux assez entendu. Nous sommes retournés au camion en silence. Une fois à l'intérieur, Michael a démarré le moteur avec des mains tremblantes. Ils l'ont tué, a-t-il chuchoté. Rachel a assassiné mon père. Et Tom l'a aidé. Et ils vous accusent. Ils ont fait une erreur, ai-je dit doucement. Ma voix dure comme la pierre. Ils nous ont tout dit. Nous l'avons enregistré. Nous avons des preuves. Nous apportons ça à la police, a dit Michael, en s'engageant sur la route. Nous leur montrons l'enregistrement. Nous leur montrons le téléphone de Rachel. Nous leur disons tout. Non, ai-je interrompu. Pas encore. Il m'a regardé fixement. Maman, ils ont assassiné papa. Ils essaient de t'envoyer en prison. Nous devons. Michael, réfléchis. Cet enregistrement a été fait sans leur connaissance ni leur consentement. Le Vermont exige le consentement des 2 parties pour les enregistrements. Un avocat pourrait le faire rejeter. Et le téléphone. Je n'aurais pas dû le garder. Cela pourrait être considéré comme un vol, une violation de la vie privée. Alors, que faisons-nous? J'ai regardé la route sombre devant moi, les ombres qui se pressaient depuis la forêt, et j'ai senti quelque chose de froid et de déterminé s'installer dans ma poitrine. Nous les faisons avouer, ai-je dit, correctement, légalement, d'une manière qui ne peut être ni rejetée ni expliquée. Je me suis tourné vers Michael. Et nous le faisons devant des témoins qui ne peuvent être ni intimidés ni achetés. Comment? La succession de votre père, ai-je dit lentement, le plan se formant au fur et à mesure que je parlais. Elle n'a jamais été correctement réglée à cause de la police d'assurance vie manquante. Nous devons avoir une lecture formelle du testament. Rassembler tout le monde. Toi, Rachel, Tom, l'avocat, peut-être même le détective Morrison. Et après? Ensuite, nous déclenchons le piège, ai-je dit. Mais d'abord, nous devons trouver cet argent d'assurance, car où qu'il soit allé, c'est là que nous trouverons la dernière pièce du puzzle dont nous avons besoin pour les détruire. Michael a conduit plus vite, les phares du camion fendant l'obscurité. Derrière nous, les lumières du chalet devenaient plus petites, mais je savais que nous y retournerions bientôt. La guerre venait de commencer, et j'avais l'intention de la gagner. Nous avons passé cette nuit dans le bureau de Michael, entouré de 5 ans de dossiers financiers que j'avais apportés de la ferme. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, documents d'assurance,
tout ce qu'Harold avait laissé derrière lui. Rachel était chez sa sœur, du moins c'est ce qu'elle avait envoyé par texto à Michael. Plus probablement, elle était au chalet avec Tom, célébrant leur victoire imminente. Là, a dit Michael, en montrant l'écran de son ordinateur portable à 3 heures du matin. Maman, regarde ça. La demande de police d'assurance vie, enfouie dans un dossier de documents numérisés. La signature d'Harold en bas, mais quelque chose clochait. Les boucles étaient trop parfaites, trop. L'écriture d'Harold avait été désordonnée, hâtive, le gribouillage d'un homme qui avait passé 40 ans à remplir des commandes de matériel agricole. Ce n'est pas sa signature, ai-je dit avec certitude. Rachel l'a falsifié. Pouvons-nous le prouver? Peut-être, si nous pouvons trouver des échantillons de la vraie signature d'Harold et les faire comparer par un expert en écriture. J'ai frotté mes yeux fatigués. Mais ça prend du temps et nous n'en avons pas beaucoup. Une fois que ce détective aura terminé son enquête, elle m'arrêtera. Alors tout deviendra plus difficile. Trouver des preuves depuis la prison, des batailles juridiques, des années d'appel. Michael s'est penché en arrière dans son fauteuil, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu as changé, maman. Tu es différente de ce que tu étais même hier. Je me bats pour ma vie, ai-je répondu simplement. Et pour la justice pour votre père. Quoi qu'Harold ait fait d'autre, il ne méritait pas de mourir comme ça. Empoisonné lentement, manipulé, trahi. Lui pardonnes-tu pour l'aventure? La question m'a prise au dépourvu. L'ai-je fait? Harold avait été faible, vaniteux, susceptible à l'attention d'une femme plus jeune, mais Rachel avait été calculatrice, prédatrice. Elle l'avait délibérément ciblé. Je réalisais maintenant qu'elle s'était rapprochée de notre famille par l'intermédiaire de Michael, puis avait séduit un homme vieillissant et seul qui se sentait invisible pour sa femme. Je ne sais pas, ai-je avoué, mais c'est une question pour plus tard. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la survie. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Laissez tomber l'enquête ou votre petit-fils en paiera le prix. De la glace a inondé mes veines. Michael, où est Ethan? Chez ma belle-mère. Rachel l'Y a emmené hier après-midi. Pourquoi? Il a vu mon visage, vu le téléphone. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai montré le message. Il est devenu blanc immédiatement, appelant sa belle-mère. La conversation a été brève, frénétique. Il va bien, a dit Michael. Le soulagement était évident. Il dort encore. Je lui ai dit de ne pas le laisser hors de sa vue, de ne pas laisser Rachel le récupérer sans m'appeler d'abord. Un autre texto. Nous savons ce que vous avez trouvé au chalet. Détruisez l'enregistrement et oubliez tout, sinon le garçon aura un accident. Vous avez jusqu'à demain soir. Ils nous avaient vus ou devinés. Quoi qu'il en soit, nous avions sous-estimé jusqu'où ils iraient. Ça suffit, a dit Michael, sa voix tremblant de rage. J'appelle la police. Nous leur disons tout. Et ils prennent Ethan pendant que la police enquête, ai-je interrompu. Michael, réfléchit. Ils sont désespérés maintenant. Acculés. Ça les rend dangereux. Si nous agissons trop vite, si nous les effrayons. Alors quel est ton plan? Parce que pour l'instant, mon fils est menacé par une meurtrière qui se trouve être sa mère. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Rachel était la mère d'Ethan. Quoi qu'elle ait fait d'autre, quel que soit le monstre qu'elle était devenue, elle avait donné naissance à mon petit-fils, l'avait élevé pendant 12 ans. Les tribunaux en tiendraient compte. Ethan aussi. Nous avons besoin d'un levier, ai-je dit lentement. Quelque chose de si accablant qu'ils ne peuvent pas nous menacer, ne peuvent pas fuir, ne peuvent rien faire d'autre que d'avouer. Comme quoi? Comme l'argent de l'assurance? Tom a dit qu'il était l'exécuteur testamentaire d'Harold, que l'argent passerait par lui, mais la police me désigne comme bénéficiaire. Alors, où est passé l'argent en réalité? Michael a ouvert le site web de la compagnie d'assurance, se connectant au compte en utilisant les informations de la demande numérisée. Il a fallu 3 essais pour deviner le mot de passe. Rachel avait utilisé le nom et la date de naissance d'Ethan. Bien sûr. La police était active, la prime payée par prélèvement automatique sur notre compte joint. Un prélèvement que je n'avais jamais remarqué parmi les dizaines de factures médicales pendant la dernière année d'Harold. Mais le bénéficiaire avait été changé 2 mois après la mort d'Harold. Pas à moi, à un trust, le
Harold Sullivan Memorial Trust, géré par Thomas Sullivan en tant que fiduciaire. Ce salaud, a soufflé Michael. Il a créé un trust au nom de papa. Il a probablement dit à la compagnie d'assurance qu'il s'occupait de la succession. Pouvons-nous accéder aux documents du trust? Pas sans une ordonnance du tribunal, mais les doigts de Michael volaient sur le clavier. Maman. Tom a déposé les documents du trust auprès du greffier du comté. C'est un document public. Je peux le récupérer. Le document est apparu à l'écran. Le trust avait été créé au profit des héritiers d'Harold Sullivan, avec Thomas Sullivan comme unique fiduciaire, avec plein pouvoir discrétionnaire sur toutes les distributions. En clair, Tom contrôlait l'argent et pouvait en faire ce qu'il voulait. C'est de la fraude, ai-je dit. La compagnie d'assurance pense que l'argent est allé à la succession d'Harold, mais Tom l'a détourné vers un trust qu'il contrôle. Un trust qui n'a probablement aucun actif à part cet argent d'assurance, a ajouté Michael. Il a continué à faire défiler. Regardez le calendrier de distribution. Tom est autorisé à prendre des honoraires de fiduciaire raisonnables jusqu'à 40% des actifs du trust. Rachel est répertoriée comme consultante spéciale ayant droit à 40%. Ce qui laisse 20% pour les héritiers réels d'Harold. Toi et moi, ai-je dit doucement. Ils allaient nous donner juste assez pour éviter les soupçons. Gardez le reste pour eux. La mâchoire de Michael s'est crispée. J'appelle Tom tout de suite. Non, laissons-les penser que nous avons peur. Laissons-les penser que la menace a fonctionné. Une idée se formait. Dangereuse, mais nécessaire. Et si nous pouvions les amener à déplacer l'argent? Les forcer à faire quelque chose qui prouve leur culpabilité. Comment? En les faisant paniquer. En menaçant ce qui leur est le plus cher, l'un l'autre. J'ai passé l'heure suivante à rédiger un message prudent. Pas depuis mon téléphone ni celui de Michael. Nous sommes allés dans un restaurant ouvert toute la nuit et avons utilisé leur Wi-Fi public pour créer un compte email anonyme. Puis j'ai envoyé le message à l'email personnel de Tom. Je sais pour la digoxine. Je sais pour le chalet. Je sais pour la fraude à l'assurance. Vous avez 24 heures pour transférer 250 000 $ sur le compte ci-dessous ou je vais à la police avec des preuves que Rachel a assassiné Harold. Elle va en prison. Vous êtes libre. Votre choix. Un ami. J'ai inclus un numéro de portefeuille de crypto-monnaie que Michael avait créé. Intraçable et anonyme. Tu le fais chanter, a demandé Michael, incrédule. Je le fais choisir entre l'argent et Rachel. S'il paie, nous avons la preuve qu'il est au courant du meurtre. S'il ne paie pas, mais panique, il contactera Rachel, fera peut-être quelque chose de stupide. Quoi qu'il en soit, ils font une erreur. Et s'il appelle la police? Il ne le fera pas, car aller à la police signifie admettre qu'il est au courant d'un meurtre, qu'il l'a couvert, qu'il a commis une fraude à l'assurance. J'ai regardé mon fils. Nous les forçons à se montrer au grand jour. La réponse est arrivée 90 minutes plus tard, non pas à l'email anonyme, mais à mon téléphone personnel. La voix de Tom lors d'un appel. Maggie, nous devons parler. Juste toi et moi. Demain, midi, au chalet. Viens seul ou le fils de Michael disparaît. J'ai croisé le regard de Michael de l'autre côté de la table du restaurant. Le piège fonctionnait, mais il se resserrait aussi autour de nous. J'y serai, ai-je dit à Tom, en gardant ma voix stable. Bien. Et Maggie, ne sois pas stupide. Tu es une vieille femme. Tu ne peux pas gagner ça. Il a raccroché. Michael secouait déjà la tête. Non, absolument pas. Tu n'iras pas là-bas seul. Ils ont déjà tué une fois. C'est pourquoi tu ne viens pas, ai-je interrompu. Si quelque chose m'arrive, tu es la seule protection d'Ethan. Tu dois rester avec lui. Le garder en sécurité. Maman. Michael. Écoute. Je vais me mettre sur écoute. Je porterai un appareil d'enregistrement. Le genre légal. Consentement des deux parties, que j'obtiendrai en disant à Tom que j'enregistre au début de notre conversation. Tout ce qu'il dira sera admissible au tribunal. Et s'il te tue après que tu lui aies dit que tu enregistres? Il ne le fera pas, parce que je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'ai sorti un document que j'avais préparé plus tôt, une confession manuscrite signée et datée. Je vais avouer le meurtre d'Harold, dire que je l'ai fait,
que je connaissais la liaison et que j'ai empoisonné Harold dans un accès de jalousie. Je dirais que je suis prête à prendre le blâme et à aller en prison tranquillement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ça donne à Tom ce qu'il veut. Moi en prison, hors de son chemin. Mais en échange, je veux deux choses. L'argent de l'assurance restitué à la succession d'Harold et Rachel hors de ta vie. Un divorce tranquille, pas de bataille pour la garde d'Ethan. Michael m'a regardé fixement. C'est insensé. Tu avouerais un meurtre? Une fausse confession n'est pas un crime. Et une fois que Tom sera d'accord. Une fois qu'il admettra sur bande qu'il y a eu un meurtre, que Rachel a empoisonné Harold, qu'ils ont commis une fraude à l'assurance, alors j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Je rétracte ma confession, je révèle l'enregistrement, et nous les tenons. C'est trop risqué. C'est le seul moyen. J'ai serré sa main. Fais-moi confiance. J'ai été sous-estimé toute ma vie. Par Harold, par Rachel, par Tom. Ils pensent que je suis juste une vieille femme naïve. Laissons-les continuer à penser ça jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le lendemain matin, j'ai rendu visite au détective Morrison au poste de police. Je lui ai dit que j'avais reçu des menaces, je lui ai montré les messages concernant Ethan. Elle a été immédiatement préoccupée, a voulu m'assigner une protection. Je pense savoir qui les a envoyés, ai-je dit prudemment. Je les rencontre aujourd'hui à midi pour en parler. Je voulais que vous le sachiez au cas où quelque chose m'arriverait. Madame Sullivan, si vous êtes en danger. J'enregistrerai la conversation. Consentement des deux parties, entièrement légal. Si j'ai raison sur qui me menace, l'enregistrement le prouvera. Morrison avait l'air sceptique mais a hoché la tête. Où a lieu cette réunion? Je lui ai donné l'adresse du chalet, les regarder l'écrire. Si je ne vous appelle pas avant 13 heures, quelque chose ne va pas, ai-je dit. L'appareil d'enregistrement aura un suivi GPS. Vous pourrez me retrouver. Ce n'était pas tout à fait vrai. L'appareil d'enregistrement que Michael avait acheté dans un magasin d'électronique ce matin-là n'avait pas de GPS. Mais Morrison n'avait pas besoin de le savoir. J'avais juste besoin qu'elle vienne me chercher si les choses tournaient mal. À 11h30, Michael m'a conduite à un endroit à un demi-mille du chalet. Il m'a aidé à tester l'appareil d'enregistrement, une petite unité clipsée à mon soutien-gorge, le microphone caché dans mon col. Promets-moi que tu seras prudente, a-t-il dit, les yeux rouges de manque de sommeil. Je le promets. Je l'ai embrassé sur la joue. Garde Ethan en sécurité. Si ça tourne mal, si je ne reviens pas, la clé USB dans le manuel de droit d'Harold a tout. Donne-la à la police. Raconte-leur toute l'histoire. Maman, je t'aime. Michael. Tu as été un fils merveilleux. Je suis fier de toi. J'ai serré sa main. Maintenant, laisse-moi aller finir ça. J'ai marché le dernier demi-mille à travers les bois, mes genoux protestant à chaque pas. Le soleil d'octobre était brillant mais froid, les feuilles craquant sous mes pieds. Devant, je pouvais voir le chalet. Le camion de Tom garé à l'extérieur. Alors que je m'approchais, la porte s'est ouverte. Tom se tenait là, souriant, confiant. Derrière lui, je pouvais voir Rachel assise à la table, son expression illisible. Maggie, a dit Tom chaleureusement, comme si j'étais venu pour une visite sociale. Entre. Nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai monté les marches du porche, mon cœur battant, ma main touchant instinctivement l'appareil d'enregistrement caché sous ma veste. Avant de commencer, ai-je dit clairement, je veux que vous sachiez que j'enregistre cette conversation pour ma propre protection. Le sourire de Tom n'a pas faibli. Bien sûr, nous n'avons rien à cacher. Mais en entrant et en voyant l'expression sur le visage de Rachel, froide, calculatrice, triomphante, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Sur la table devant elle se trouvait une arme. En fait, Maggie, dit doucement Rachel. Tu n'enregistres rien. Cet appareil que tu portes, il a été brouillé. Nous avons écouté tes appels téléphoniques, lu tes emails. Nous savons tout ce que tu as prévu. Tom a fermé la porte derrière moi. Le verrou a cliqué avec un son de fin du monde. Assieds-toi, a ordonné Rachel. Nous avons une nouvelle proposition pour toi, et cette fois, tu n'as pas le droit de négocier. Je me tenais au centre du chalet, mes mains stables malgré l'arme sur la table. 70 ans de vie m'avaient appris que la panique était l'ennemi de la survie.
Rachel et Tom s'attendaient à de la peur. Au lieu de cela, je leur ai donné de la curiosité. Depuis combien de temps écoutez-vous, ai-je demandé, ma voix calme. Tom a ri, clairement satisfait de lui-même. Depuis hier matin, après que tu aies quitté le chalet. J'ai mis un traceur sur le camion de Michael, j'ai cloné ton téléphone à distance. C'est étonnamment facile quand on connaît les bonnes personnes. Nous avons entendu chaque conversation, lu chaque email, t'avons regardé préparer ton petit piège. Alors vous savez que j'ai dit au détective Morrison où je serais, ai-je dit. Elle attend mon appel dans 1 heure. En fait, non, intervint Rachel doucement. Je l'ai appelé ce matin depuis ton téléphone. J'ai annulé la réunion. J'ai dit que tu te sentais malade. Elle a été très compréhensive. Rachel s'est levée, contournant la table, mais gardant une distance entre nous. Tu n'as pas réfléchi, Maggie. Tu es intelligente, je te l'accorde. Plus intelligente qu'Harold ne l'a jamais été. Mais tu es vieille. Tu es seule, et tu es dépassée. Assieds-toi, ordonna Tom, en désignant une chaise. Je me suis assise, notant la disposition du chalet en le faisant. Une porte, 2 fenêtres, toutes 2 visibles d'où se tenaient Tom et Rachel. Ils s'étaient positionnés stratégiquement, Tom bloquant la sortie, Rachel avec un accès facile à l'arme. Ils avaient déjà fait ça, ou du moins l'avaient soigneusement planifié. Voici ce qui va se passer, a dit Rachel, sa voix d'infirmière prenant ce ton explicatif et patient qu'elle utilisait probablement avec les patients mourants. Tu vas écrire une confession, une vraie. Tu as tué Harold parce que tu as découvert sa liaison. Tu l'as empoisonné avec de la digoxine que tu as obtenue par. Elle a fait une pause, réfléchissant, par l'ordonnance de ta sœur, elle avait une maladie cardiaque, n'est-ce pas? Morte il y a 3 ans. Ma sœur Margaret. Ils avaient tout recherché. Tu avoueras le meurtre, a poursuivi Rachel. Ensuite, tu écriras une lettre de suicide. Éploré, incapable de vivre avec la culpabilité, face à la prison. Tu es venu ici, au chalet d'Harold, l'endroit où il avait été heureux, où il avait trouvé l'amour. Et tu t'es suicidé. Avec quoi, ai-je demandé. Je n'ai pas de pilule sur moi. Tom a sorti une bouteille de sa veste. Des somnifères. Les mêmes que tu prends tous les soirs. Nous les avons pris dans ton armoire à pharmacie hier. Il y en a plus qu'assez ici pour faire le travail. Ils avaient été dans ma maison. Avaient violé ma maison à nouveau, tout comme ils avaient violé mon mariage, ma confiance, ma famille. Et si je refuse, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Alors nous te tirons dessus et nous faisons passer ça pour un suicide de toute façon, a dit Tom sèchement. Mais c'est plus salissant, ça soulève plus de questions. De cette façon, c'est plus propre. Tu avoues, tu meurs, l'enquête est close, Michael hérite de tout, Rachel obtient la moitié dans le divorce, et la vie continue. Sauf que Michael connaît la vérité, ai-je fait remarquer. Il a entendu votre confession dans ce même chalet. Il a le téléphone de Rachel, l'historique des messages, toutes les preuves. A corrigé Rachel. Temps passé. J'ai effacé à distance mon ancien téléphone ce matin. Chaque message, chaque photo, tout a disparu. Et cet enregistrement que tu as fait, inadmissible au tribunal, tout comme tu l'as dit à Michael. Tu nous as rendu service, en fait, en expliquant tous les problèmes juridiques liés aux enregistrements secrets. Elle avait raison. J'avais été tellement concentré sur la collecte de preuves légalement que j'avais télégraphié chaque mouvement. Michael n'arrêtera jamais d'enquêter, ai-je dit. Il sait que vous avez tué son père. Michael est émotif, impulsif, a répondu Rachel avec mépris. Il te pleurera. Il me soupçonnera pendant un certain temps, mais sans preuve. Que peut-il faire? Finalement, il passera à autre chose. Les gens le font toujours. Et Ethan a besoin de sa mère. La mention de mon petit-fils a envoyé une pointe de peur en moi, mais j'ai gardé mon expression neutre. Vous feriez vraiment ça, assassiner la mère de votre mari l'un devant l'autre. Nous avons fait pire, a dit Tom avec un haussement d'épaule. Harold a été plus difficile. En fait, ça a pris des semaines de dosage prudent, de surveillance de ses symptômes. C'est presque miséricordieux en comparaison. De plus, a ajouté Rachel en se rapprochant. Tu n'es plus vraiment la mère de Michael, n'est-ce pas? Pas la femme qu'il connaissait.
Cette femme est morte quand elle a découvert la liaison d'Harold. La personne assise ici maintenant est amère, vengeresse, méconnaissable. Michael pleura la mère dont il se souvient, pas la femme que tu es devenue. Ces mots étaient conçus pour blesser, pour me faire douter de moi-même. Mais j'avais appris quelque chose ces derniers jours terribles. La transformation n'était pas une faiblesse. La Maggie naïve et confiante avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus sage, de plus dangereux que Rachel ne pouvait l'imaginer. Je devais gagner du temps, réfléchir. Le détective Morrison ne viendrait peut-être pas, mais Michael savait où j'étais. Il attendrait mon appel. Et quand il ne viendrait pas? À quoi penses-tu? A demandé Rachel brusquement. Michael. Il est occupé en ce moment. Nous lui avons envoyé un texto de ton téléphone disant que tu avais besoin qu'il aille chercher Ethan immédiatement. Qu'il y avait une urgence à l'école. Il est probablement à mi-chemin de Portland maintenant. Elle a souri. Ton petit-fils est parfaitement en sécurité, au fait. Pas d'urgence, juste Michael qui court partout en panique pendant que nous nous occupons des choses ici. Ils avaient pensé à tout. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Tu te demandes s'il y a une issue, a dit Tom en lisant mon expression. Il n'y en a pas. Nous avons planifié ça pendant des années, Maggie. Des années. Même avant la mort d'Harold, nous savions que tu serais un problème un jour. Tu es trop observatrice, trop persistante. Harold était censé changer son testament, tout laisser à un trust que nous contrôlions. Mais le vieil imbécile n'arrêtait pas de remettre ça à plus tard. Il disait qu'il voulait attendre après Noël, après l'anniversaire d'Ethan, après les semailles de printemps. Alors vous l'avez tué avant qu'il ne le puisse, ai-je dit doucement. La compréhension se faisait jour, les pièces s'emboîtant. Vous l'avez tué avant qu'il ne puisse changer d'avis sur quoi que ce soit. Nous avons accéléré le calendrier, a admis Rachel. Harold devenait sentimental, parlait de régler les choses avec toi, de tout avouer. Il était faible. Nous ne pouvions pas prendre ce risque. Elle a pris l'arme, l'a vérifiée nonchalamment, puis l'a reposée. Le message était clair. Ils étaient à l'aise avec la violence. Pratiqués même. Écris la confession, a ordonné Tom, en poussant du papier et un stylo sur la table. Nous n'avons pas toute la journée. J'ai pris le stylo, mais au lieu d'écrire, j'ai regardé directement Rachel. As-tu déjà aimé Michael? Même un peu. La question l'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais mourir. Fais plaisir à la curiosité d'une mourante. Rachel est restée silencieuse un instant, puis a haussé les épaules. Michael était un moyen d'arriver à une fin. Un accès à votre famille, à Harold, à cette vie confortable. Il était doux, facile à manipuler. Il l'est toujours. Et Harold? Harold était pathétique, a-t-elle dit avec mépris. Un vieil homme vaniteux désespéré de se sentir à nouveau jeune. Il croyait vraiment que je l'aimais. Il croyait qu'il était spécial. Elle a ri. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Tom. Nous sommes ensemble depuis le lycée. Tout le reste a été une comédie. Même Ethan? La question est sortie plus dure que je ne le voulais. Ethan était nécessaire, a dit Rachel. Un enfant pour cimenter ma place dans la famille, pour me donner un levier. Il est utile. L'entendre parler de mon petit-fils comme d'un outil, comme d'une propriété, a fait sauter quelque chose en moi. Mais j'ai gardé ma voix égale, mes mains stables. Une dernière question, ai-je dit. La plainte anonyme à la police. C'était votre plan de secours. Assurance, a confirmé Tom. Si tu te rapprochais trop de la vérité, nous te ferions paraître coupable. Te faire accuser du meurtre d'Harold avant que tu ne puisses découvrir ce qui s'est vraiment passé. La plainte a juste assez de détails pour paraître crédible. Ton accès à ces médicaments, ton mobile financier, ton opportunité. Très complet, ai-je reconnu. Puis j'ai regardé le papier devant moi. Je suppose que vous voulez que cette confession soit détaillée, crédible. Extrêmement détaillée, a dit Rachel. Non, date, méthode, assez pour que personne ne la remette en question. J'ai commencé à écrire, mon écriture stable, mais je n'écrivais pas une confession. Moi, Maggie Sullivan, et j'écris clairement, saine d'esprit et de corps, déclare par la présente ce qui suit comme un témoignage véridique. Derrière moi,
Ni Rachel ni Tom ne pouvaient voir les mots. Ils étaient trop loin, trop confiants que j'obéirais. Le 6 octobre 2025, je suis venu au chalet du lac Champlain appartenant à Thomas Sullivan. Étaient présents Thomas Sullivan et Rachel Sullivan qui m'ont menacé de mort si je n'avouais pas avoir assassiné mon mari Harold Sullivan. J'ai continué à écrire, les faisant parler. Parlez-moi de la digoxine. Où l'avez-vous eu? Par un ami au Canada, a dit Rachel, distraite par sa propre intelligence. Commandé en ligne, expédié à une boîte postale sous un faux nom. Intraçable. J'ai tout noté, chaque mot. Et la fraude à l'assurance? Le trust? C'était mon idée, a dit Tom fièrement. J'ai créé le trust. J'ai fait rédiger le testament d'Harold, me nommant exécuteur. Il l'a signé en pensant que c'était un acte de propriété pour le chalet. J'ai falsifié sa signature sur la demande d'assurance. Simple, en fait, quand on sait ce qu'on fait. Brillant, ai-je murmuré, en écrivant toujours. Je documentais tout. Leur confession, leur méthode, leur mobile. Pas une lettre de suicide, mais un témoignage. Et s'il me tuait, ce papier dirait la vérité, même si ma voix ne le pouvait pas. Tu as presque fini, a demandé Rachel avec impatience. Ça prend trop de temps. Presque, ai-je dit. Puis, alors que j'écrivais les dernières lignes, j'ai fait mon mouvement. J'avais remarqué quelque chose qu'ils avaient manqué. Un petit détail qui me donnait une chance. L'arme sur la table était un revolver, et elle était tournée vers Rachel, pas vers moi. Quand elle l'avait posé après l'avoir vérifié, elle l'avait placé négligemment, la poignée vers le centre de la table. Pas assez près pour que je puisse l'attraper, mais assez près pour la faire tomber. Une dernière chose. Ai-je dit en levant les yeux vers Rachel. Tu devrais savoir. J'ai enregistré quelque chose qui va te détruire. Quelque chose que tu n'as pas trouvé, que tu n'as pas effacé, que tu n'as pas anticipé. Tu bluffes, a dit Rachel, mais l'incertitude a vacillé sur son visage. L'avocat d'Harold, ai-je poursuivi calmement. Monsieur Brennan. Je lui ai envoyé une enveloppe scellée il y a 2 jours avec des instructions de l'ouvrir si quelque chose m'arrivait. À l'intérieur se trouve un compte rendu complet de tout ce que j'ai découvert, y compris des copies de vos messages, des dossiers financiers et une chronologie détaillée du meurtre d'Harold. C'était un mensonge. Je n'avais rien fait de tel. Mais Rachel ne le savait pas, tu mens, a dit Tom. Mais il a regardé Rachel, le doute s'insinuant. Est-ce que je mens? J'ai souri froidement. Vous avez été si occupé à suivre mon téléphone, mes emails, mes mouvements évidents. Avez-vous pensé à surveiller mon courrier physique, mes rendez-vous en personne? J'ai 70 ans. Je sais comment exister sans laisser de traces numériques. Rachel s'est jetée sur l'arme. Je me suis jeté sur la table. Ma main a heurté le bord de la table, la retournant vers le haut avec une force surprenante. L'adrénaline, la peur et une force désespérée se sont combinées. L'arme a volé, tombant bruyamment sur le sol. Les papiers se sont éparpillés. Rachel a reculé en trébuchant. Tom s'est précipité en avant, mais je me déplaçais déjà vers la porte, plus vite qu'une femme de 70 ans ne devrait pouvoir le faire. Ma main s'est refermée sur la poignée de la porte. Elle était verrouillée. Bien sûr, elle était verrouillée. Tom a attrapé mon bras, me tirant en arrière. J'ai tourné, utilisant son élan contre lui, un mouvement que mon père m'avait appris il y a 60 ans quand je lui avais posé des questions sur l'autodéfense. Mon coude a heurté son plexus solaire et il a halté, me relâchant. Rachel avait l'arme maintenant, la levant avec des mains tremblantes. Ne bouge pas, a-t-elle ordonné. Sa voix aiguë de panique. Ne. La fenêtre derrière elle a explosé vers l'intérieur. Michael a traversé la vitre dans une pluie de verre, son épaule heurtant le dos de Rachel. L'arme a tiré, assourdissant dans le petit espace. La balle s'est logée dans le plafond. Michael lui a arraché l'arme, son visage coupé et saignant à cause du verre, mais sa prise était solide comme le fer. « Sors, maman » a-t-il crié. Maintenant. Derrière lui. À travers la fenêtre brisée, j'ai vu d'autres silhouettes s'approcher. Le détective Morrison, 2 officiers en uniforme, tous courant vers le chalet. Tom a essayé de s'enfuir, mais j'ai mis mon pied en travers de son chemin. Un geste mesquin, vindicatif, mais satisfaisant néanmoins. Il s'est écrasé au sol et en quelques secondes,
des officiers étaient entrés par la porte, armes au poing, criant des ordres. Tout s'est passé très vite après ça. Rachel et Tom ont été menottés, on leur a lu leurs droits, leurs protestations et leurs menaces se fondant dans le jargon juridique et la procédure officielle. La confession que j'avais écrite a été soigneusement emballée comme preuve. Le téléphone de Michael montrait l'enregistrement qu'il avait fait à travers la fenêtre brisée. Chaque mot que Rachel et Tom avaient dit, chaque aveu de culpabilité. Le détective Morrison m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'exaspération. « Madame Sullivan, vous auriez pu être tuée. »« Mais je ne l'ai pas été, » ai-je dit simplement. Mes mains tremblaient maintenant, la réaction retardée s'installant, mais je suis resté debout. « Et maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin. » L'enregistrement à travers la fenêtre est légalement admissible, a-t-elle confirmé. Michael était sur une propriété publique. La fenêtre était suffisamment ouverte pour entendre clairement, et vous leur aviez déjà dit que vous enregistriez. Il n'avait aucune attente de vie privée. J'ai regardé mon fils courageux, insensé, merveilleux, qui avait fracassé une fenêtre pour me sauver. Je t'avais dit de rester avec Ethan. Je l'ai d'abord emmené au poste de police, a dit Michael en souriant à travers le sang sur son visage. J'ai tout dit à Morrison. Je lui ai fait écouter l'enregistrement du chalet de la nuit dernière. Elle a été d'accord. Ça ne tiendrait peut-être pas au tribunal, mais c'était suffisant pour une cause probable. Nous sommes dehors depuis 20 minutes à écouter, à attendre le bon moment. Vous avez tout entendu. Chaque mot. Son expression s'est durcie alors qu'il regardait Rachel être conduite à une voiture de police. Y comprit ce qu'elle a dit sur Ethan. Je savais que c'était la blessure qui mettrait le plus de temps à guérir. Pas la trahison de la liaison, pas même le meurtre, mais savoir qu'Ethan n'avait été rien de plus qu'un outil pour sa propre mère. Alors qu'il chargeait Rachel dans la voiture de police, elle m'a regardé à travers la vitre. Pas de remords, pas de peur, juste un calcul froid, même maintenant. Tu ne gagneras pas, a-t-elle crié. J'aurai les meilleurs avocats. Je vais. La porte a claqué, coupant ses menaces. Tom était plus calme, vaincu, alors qu'il le mettait dans une autre voiture. Il a seulement dit, nous nous en serions sortis. Non, ai-je dit assez fort pour qu'il m'entende. Vous ne vous en seriez pas sortis, parce que vous avez fait la même erreur que tout le monde. Vous avez sous-estimé une vieille femme. Le détective Morrison a souri sombrement. Madame Sullivan, je vais avoir besoin que vous veniez au poste. Faire une déclaration complète. Bien sûr. Mais d'abord. Je me suis tourné vers Michael. Appelle ta belle-mère. Dis-lui de garder Ethan là-bas ce soir. Il n'a pas besoin de savoir ça pour l'instant. Laisse-lui un jour de plus d'enfance avant que son monde ne s'effondre. Michael a hoché la tête, des larmes aux yeux, alors que je montais à l'arrière de la voiture de Morrison, pas arrêté, juste transporté. J'ai regardé l'après-midi d'octobre, le lac scintillant au loin, les feuilles d'automne flamboyantes de rouge et d'or. Harold était mort ici, ou du moins les mensonges étaient nés ici. Mais aujourd'hui, la vérité avait finalement triomphé. La guerre n'était pas encore terminée. Il y aurait des procès, des batailles juridiques, un traumatisme familial à surmonter. Mais la bataille la plus importante avait été gagnée. J'avais survécu. Et en survivant, j'étais devenu quelque chose que je n'aurais jamais cru être. Dangereuse. 3 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine un matin froid de janvier, regardant la neige tomber sur les champs qu'Harold et moi avions travaillé ensemble pendant 47 ans. La ferme était calme, paisible d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Peut-être pas depuis avant que Rachel n'entre dans nos vies. Les procès avaient été rapides, étonnamment. Les avocats de Rachel et Tom leur avaient conseillé de plaider coupable une fois qu'ils avaient réalisé que les preuves contre eux étaient accablantes. L'enregistrement de Michael de l'extérieur du chalet, mon témoignage écrit, les dossiers financiers du trust frauduleux, les documents d'assurance falsifiés, tout cela peignait un tableau indéniable. Rachel a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et de fraude à l'assurance. 25 ans à perpétuité. Tom a plaidé coupable de complicité de meurtre, de fraude et de complot. 15 ans. Tous deux purgeaient déjà leur peine dans des établissements distincts. Appel rejeté. L'argent de l'assurance vie avait été récupéré et restitué à la succession d'Harold, à moi en tant que sa veuve légale. 500 000 $ que je n'avais jamais voulu acheter avec la vie de mon mari.
J'en avais mis la plus grande partie dans un trust pour l'éducation d'Ethan, j'en avais gardé assez pour entretenir la ferme et m'assurer que je ne serais pas un fardeau pour Michael dans ma vieillesse. La vraie victoire, cependant, n'avait pas été dans les salles d'audience. Elle avait été dans les moments calmes qui ont suivi, en regardant ma famille commencer lentement, douloureusement, à guérir. J'ai entendu des pas sur le porche, le bruit de bottes qui tapaient pour enlever la neige. La porte s'est ouverte et Ethan est entré, les joues rouges de froid, les yeux brillants. « Grand-mère, tu devrais voir à quel point la neige est profonde près de la grange. On pourrait construire un fort. » « On pourrait » ai-je acquiescé en lui souriant. À 13 ans, il était pris entre l'enfance et l'adolescence, luttant avec tout ce qui s'était passé. La révélation sur sa mère, le divorce, les procès criminels. Ça l'avait presque brisé. Mais les enfants étaient résistants, plus que les adultes ne leur en donnaient le crédit. Michael a suivi son fils à l'intérieur, portant des provisions. Il était revenu temporairement à la ferme pendant qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes. La maison où il avait grandi était redevenue son sanctuaire, et la mienne était devenue moins solitaire avec eux ici. « Ethan, va te changer de ses vêtements mouillés avant d'attraper froid », a dit Michael. L'ordre parental automatique qui m'a fait sourire. Il était un bon père, meilleur qu'il ne le savait. Après qu'Ethan ait disparu à l'étage, Michael a posé les provisions sur le comptoir et m'a regardé avec une expression que j'avais appris à reconnaître. Celle qui signifiait qu'il avait besoin de parler. « Maman, j'ai reçu un appel de l'avocat de Rachel ce matin. » Mes mains se sont immobilisées au-dessus du café que j'étais en train de verser. Que voulait-elle? Rachel veut voir Ethan. Elle prétend qu'elle a des droits en tant que sa mère. Que le tenir éloigné d'elle est une punition cruelle et inhabituelle. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Après tout, le meurtre, les mensonges, l'aveu froid qu'Ethan n'avait été rien de plus qu'un outil, elle voulait avoir accès à lui. Que veut Ethan? Ai-je demandé. Parce que c'était ce qui comptait. Il dit qu'il ne veut plus jamais la revoir. Il est en colère, blessé. Il se sent trahi. Michael s'est affalé sur une chaise. Mais s'il change d'avis plus tard? S'il m'en veut de les avoir séparés? Je me suis assise en face de lui, lui prenant la main. Michael, tu es son père. Tu prends la décision qui le protège maintenant, aujourd'hui. S'il change d'avis quand il sera plus âgé, quand il sera prêt à affronter cette relation, alors tu le soutiendras. Mais pour l'instant, c'est un enfant qui vient d'apprendre que sa mère est une meurtrière. Il a besoin de stabilité, de sécurité et de temps pour guérir. L'avocat dit que Rachel reçoit une aide psychiatrique, qu'elle est pleine de remords. Rachel est une sociopathe, ai-je interrompu fermement. Je me suis assise en face d'elle dans ce chalet, j'ai regardé dans ses yeux. Il n'y avait rien là-dedans, Michael. Pas de véritable émotion, pas de remords sincères, seulement du calcul. Quoi qu'elle dise à ses avocats, quelle que soit la performance qu'elle donne pour la commission des libérations conditionnelles qu'elle affrontera un jour. Ce n'est pas réel. Michael est resté silencieux un long moment. Comment savais-tu avant que tout ça ne sorte? As-tu jamais soupçonné qu'elle n'était pas celle qu'elle semblait être? C'était une question que je m'étais posée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Y avait-il eu des signes? Avais-je manqué des avertissements qui auraient pu empêcher la mort d'Harold? Je la trouvais froide parfois, ai-je admis. Trop parfaite, trop contrôlée, mais j'attribuais ça à des différences de personnalité, au fait qu'elle était plus jeune, plus moderne. Je pensais que j'étais moralisatrice, démodée. J'ai serré sa main. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir, ce que nous voulons voir. Rachel était douée pour être ce dont les gens avaient besoin qu'elle soit. Papa a vu quelqu'un qui le faisait se sentir jeune, a dit Michael doucement. J'ai vu quelqu'un qui complétait ma famille. Tu as vu quelqu'un qui s'occupait de ton mari quand tu te sentais dépassé. Et Ethan a vu sa mère, ai-je ajouté. La partie la plus cruelle. Les enfants devraient pouvoir faire confiance à leurs parents. Absolument. Rachel lui a volé ça. À l'étage, nous pouvions entendre Ethan bouger, le craquement du plancher dans ce qui avait été la chambre d'enfance de Michael. Il va mieux, a dit Michael. Le thérapeute dit qu'il traite tout d'une manière saine. Mais... Maman, je suis tellement en colère contre Rachel, contre Tom, contre papa pour avoir commencé tout ce gâchis. Certains jours, j'ai à peine la force de fonctionner. C'est normal, l'ai-je rassuré.
La colère fait partie du deuil. Tu pleures plusieurs pertes. Ton père, ton mariage, ta confiance en des personnes que tu aimais. Ça prend du temps. Comment es-tu si calme à ce sujet? Papa t'a trompé, t'a menti pendant des années. Ça ne te met pas en fureur? Oh, si, ai-je dit. Et j'ai senti la brûlure familière de la trahison dans ma poitrine. Je suis en colère contre Harold tous les jours. En colère contre sa faiblesse, sa vanité, sa volonté de détruire notre famille pour une liaison. Mais je suis aussi. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Je suis aussi libre. Libre du poids d'un mariage construit sur des mensonges. Libre de me demander pourquoi il semblait distant. Pourquoi il avait cessé de me voir vraiment. Maintenant, je sais. Et savoir fait mal. Mais c'est mieux que l'incertitude dans laquelle je vivais. Il te manque? Celui que je pensais qu'il était me manque, ai-je avoué. L'homme que j'ai épousé me manque, le partenaire que je croyais avoir. Mais cet homme n'a peut-être jamais existé. Pas entièrement. Le vrai Harold était quelqu'un qui pouvait être séduit, qui pouvait mentir, qui pouvait trahir les gens qu'il aimait le plus. J'ai regardé mon fils. Alors, non, il ne me manque pas. Je pleure ce que j'ai perdu, mais je ne le veux pas en retour. Michael a hoché la tête lentement. Je ressens la même chose pour Rachel. La femme que j'ai épousée, si elle a jamais existé. Je l'aimais. Mais la femme qui a tué papa, qui a utilisé notre fils comme levier, qui t'aurait laissé mourir? Je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais connue. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, le genre qui ne vient que d'un traumatisme partagé et d'une profonde compréhension. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ferme de blanc, couvrant les vieilles cicatrices d'une nouvelle possibilité. Grand-mère, papa, a appelé Ethan de l'étage. On peut faire du chocolat chaud et regarder un film? Absolument, ai-je répondu en me levant et en allant vers la cuisinière. Descends et aide-moi à le faire. Alors que je chauffais du lait et que je mesurais du cacao en poudre, Ethan bavardant sur l'école et ses amis, sur le jeu vidéo qu'il voulait pour son anniversaire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur exactement. Les blessures étaient trop fraîches pour ça. Les pertes trop profondes. Mais la paix. Le calme qui vient de la connaissance de la vérité, de la survie à l'insurvivable, du fait de se tenir sur un sol solide après des années de marche sur des mensonges. Ce soir-là, après le film et le dîner, après qu'Ethan soit allé se coucher et que Michael se soit retiré dans son ancienne chambre pour passer des appels à des avocats, des thérapeutes et aux conseillers scolaires, j'ai parcouru la ferme seul. J'ai touché les meubles qu'Harold avait construits, j'ai regardé les photos sur les murs, des photos de temps plus heureux, ou du moins de temps que j'avais cru heureux. J'avais enlevé les photos de Rachel, mais j'avais gardé celles avec Ethan. Il méritait de se souvenir des bons moments de son enfance, aussi compliqués qu'ils soient devenus. Dans le bureau d'Harold, j'ai trouvé la boîte que j'évitais depuis des mois. Ses effets personnels de l'hôpital, son portefeuille, son alliance. Je l'ai ouverte lentement, me forçant à affronter ces derniers morceaux de lui. L'alliance brillait à la lumière de la lampe. En or, simple, gravé de la date de notre mariage. J'avais choisi de ne plus porter la mienne. Je l'avais enfermée dans un tiroir. La sienne méritait le même sort. Mais sous l'alliance, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une lettre scellée, jaunie par le temps. Mon nom sur l'enveloppe, de l'écriture d'Harold. La vraie écriture, désordonnée et hâtive, pas la fausse écriture soignée que Rachel avait utilisée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma très chère Maggie, lisait-on. Si tu lis ceci, je suis parti, et je suis un lâche de ne pas te dire ça en face. J'ai fait des choses terribles. Je t'ai trahi d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer ou excuser. J'ai commencé quelque chose que je ne pouvais pas arrêter, et ça a empoisonné tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Tu méritais mieux que moi. Tu méritais l'honnêteté, la fidélité, le respect. Au lieu de ça, je t'ai donné des mensonges et j'ai pris ta confiance pour acquise. J'ai laissé la vanité et la faiblesse détruire la meilleure chose que j'ai jamais eue, ton amour. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il soit arrivé, quoi que tu découvres, tu n'as jamais été le problème. Le problème a toujours été moi. Ma lâcheté, mon égoïsme, mon incapacité à apprécier ce que j'avais jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Tu es remarquable, Maggie. Plus forte que je ne l'ai jamais été, plus gentille que je ne le méritais, plus sage que je ne t'en donnais le crédit. J'espère que tu trouveras la paix après mon départ. J'espère que tu trouveras le bonheur. Tu l'as mérité 1000 fois. Je suis désolé pour tout, mais surtout je suis désolé de ne pas avoir été l'homme que tu croyais que j'étais. Harold. La lettre est devenue floue alors que les larmes remplissaient mes yeux. Les premières que j'avais versées pour Harold depuis que j'avais appris la vérité. Pas des larmes de chagrin de l'avoir perdu, mais des larmes pour le gâchis de tout ça. Les années gâchées, l'amour gâché, le potentiel gâché de ce que nous aurions pu être s'il avait été honnête. S'il avait été assez courageux pour affronter ses problèmes au lieu de courir dans les bras de Rachel. Il savait qu'il était en train de mourir. La lettre avait été écrite des semaines avant sa mort, cachée là où je la trouverais un jour. Avait-il soupçonné que Rachel l'empoisonnait? Ou avait-il simplement su que son cœur défaillait et avait-il voulu avouer avant qu'il ne soit trop tard? Je ne le saurais jamais, et peut-être que ça n'avait pas d'importance. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise dans la boîte. C'était une sorte de conclusion, une reconnaissance d'outre-tombe que je n'avais pas été folle, que je n'avais pas été paranoïaque, que je n'avais pas été l'épouse froide et négligente que Rachel m'avait dépeinte. Mais cela ne changeait rien à ce qui s'était passé ou à ce qui devait se passer ensuite. J'avais une ferme à gérer, un petit-fils à aider à élever, un fils à soutenir à travers un divorce et un traumatisme. J'avais une vie à reconstruire, non pas des cendres de la trahison, mais des fondations de la vérité que j'avais si durement combattu pour découvrir. Cette nuit-là, alors que je fermais la ferme et que je vérifiais Ethan une dernière fois, dormant paisiblement, son visage jeune et innocent au clair de lune, j'ai pris une décision. Je resterai ici, dans cette maison, dans cette ferme. Je ne laisserai pas Rachel et Tom me chasser de la maison que j'avais construite, de la terre que j'avais travaillée, de l'héritage que j'avais mérité. Ils en avaient pris assez. Ils ne prendraient pas ça. Et j'utiliserai tout ce que j'avais appris sur la tromperie, sur la manipulation, sur les ténèbres que les gens pouvaient cacher sous des apparences agréables pour m'assurer que ma famille ne serait plus jamais vulnérable comme ça. J'apprendrai à Ethan à questionner, à vérifier, à faire confiance à son instinct. Je lui apprendrai que la gentillesse ne doit pas signifier la naïveté, que la confiance doit se mériter, que la famille se définit par les actions, pas par le sang. Je serai la grand-mère dont il avait besoin. Forte, protectrice, inébranlable. La femme qui avait fait tomber des meurtriers ne laisserait rien d'autre nuire à son petit-fils. Alors que je me couchais ce soir-là, la ferme craquant autour de moi dans le vent d'hiver, j'ai pensé à l'âge et à la sagesse, à la survie et à la force. Rachel m'avait appelé une vieille femme comme si c'était une insulte, comme si l'âge signifiait la faiblesse. Elle avait appris trop tard que l'âge signifiait l'expérience. Cela signifiait la patience, la pensée stratégique, la capacité de voir le long terme pendant que les plus jeunes couraient après la gratification immédiate. Cela signifiait savoir quand se battre et quand attendre, quand révéler sa main et quand jouer l'innocente, quand faire confiance et quand tout vérifier. J'avais 70 ans. J'avais survécu à la trahison, au complot de meurtre et aux tentatives de me faire accuser de crimes que je n'avais pas commis. J'avais fait tomber une tueuse en utilisant que l'intelligence, la persévérance et l'effet de surprise. J'étais vieille, mais vieille signifiait dangereuse d'une manière que la jeunesse ne pourrait jamais imaginer. Et on ne me sous-estimerait plus jamais. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ferme de blanc, promettant un renouveau. Le printemps viendrait un jour, comme il le faisait toujours. Une nouvelle croissance émergerait du sol gelé. La vie continuerait et je serais là, veillant sur ma famille, protégeant ce qui comptait, vivant avec la vérité plutôt qu'avec des mensonges confortables. Le téléphone sur ma table de nuit a vibré. Un texto de Michael en bas. Merci, maman. Pour tout. Pour t'être battue pour nous. Pour être plus forte que nous ne le savions tous. Je t'aime. J'ai souri en tapant en retour. Je t'aime aussi. Maintenant, dors un peu. Demain, nous commençons à reconstruire. Demain et tous les jours d'après. Parce que c'est ce que font les survivants. Nous nous adaptons. Nous surmontons. Nous reconstruisons sur des fondations plus solides. La ferme s'est installée dans le silence autour de moi. Quelque part dans l'obscurité, le fantôme d'Harold aurait pu s'attarder, mais je ne me sentais plus hanté. La vérité avait exorcisé ses démons. J'étais libre. Blessé, oui, changé, certainement, mais libre. Et dans cette liberté,
j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Pas encore le bonheur, mais sa promesse. La certitude que j'avais survécu au pire et que j'en étais sorti non pas brisé, mais forgé en quelque chose de plus dur, de plus résistant. L'âge ne m'avait pas affaibli. Il avait été ma plus grande arme. Et si quelqu'un d'autre menaçait un jour ma famille, il apprendrait ce que j'avais appris au cours de cette semaine terrible et transformatrice. Ne jamais sous-estimer une femme de 70 ans qui n'a plus rien à perdre et tout à protéger. J'ai fermé les yeux, enfin en paix, et j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Le mystère était résolu. La famille était en sécurité. La justice avait été rendue. Et Maggie Sullivan, grand-mère, veuve, survivante, avait gagné. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.